ni moi, ni ma femme. L'ADN a prouvé que l'hôpital a échangé notre bébé à la naissance. Je pensais que le pire cauchemar d'un homme, c'était de découvrir que sa femme l'avait trompé. Je pensais que la douleur ultime, c'était de rentrer chez soi plutôt que prévu et de voir l'amour de sa vie dans les bras d'un autre. Je pensais que c'était ça, l'enfer, la trahison, le mensonge, la souillure d'un mariage que l'on croyait sacré. Je me trompais, lourdement. L'infidélité, aussi destructrice soit-elle, reste une équation humaine. C'est une faute, c'est une décision. On peut la comprendre, on peut la haïr, on peut divorcer. Mais il existe quelque chose de bien pire. Une horreur qui ne vient pas d'une faiblesse charnelle, mais d'une faille dans la réalité elle-même. Le pire, ce n'est pas d'apprendre que votre femme a couché avec un autre. Le pire, c'est de découvrir que vous êtes tous les deux fidèles, que vous vous aimez d'un amour absolu, mais que l'enfant que vous bordez chaque soir depuis 5 ans, l'enfant dont vous connaissez chaque grain de beauté, chaque rire, chaque peur, est un parfait étranger. Mon nom est Julien. Et le jour où ma vie s'est effondrée, le soleil brillait. C'était un samedi après-midi de juin, un de ces jours où l'air sent l'herbe coupée et les promesses pauvres d'été. Regarde, papa, regarde, je vole. La voix de Tom, mon fils de 5 ans, résonnait comme une cloche de cristal dans le parc quasi désert. Il pédalait furieusement sur son petit vélo rouge, les stabilisateurs retirés pour la toute première fois ce matin même. Je courais derrière lui, le souffle court, les mains tendues, prêt à le rattraper, mais je n'osais pas le toucher. Il devait sentir l'équilibre par lui-même. Ma femme, Camille, était assise sur un banc un peu plus loin. Elle filmait la scène avec son téléphone, un sourire radieux illuminant son visage. Je me souviens avoir pensé à cet instant précis. J'ai tout. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. J'avais une carrière solide d'architecte, une femme que j'idolâtrais et un fils qui était ma copie conforme, du moins dans l'attitude. Têtu, fonceur, intrépide. Freine un peu, Tom. Pas trop vite dans le virage, criai-je, un rire nerveux dans la voix. Il ne m'a pas écouté. C'est le propre des enfants de 5 ans qui découvrent la liberté. Ils pensent être, disent, invincibles. Il a pris le virage sur les graviers avec trop d'enthousiasme. La roue avant a chassé. Le temps s'est dilaté. Vous connaissez cette sensation quand l'adrénaline inonde le cerveau et que chaque seconde dure 1 heure. J'ai vu le guidon tourner brutalement. J'ai vu le petit corps de mon fils être éjecté par-dessus le cadre. J'ai vu sa tête heurter le bord, en pierre, d'une fontaine décorative, ce satané muret en granit que la mairie avait installé le mois dernier. Le bruit, c'est le bruit qui me entra jusqu'à ma mort. Un bruit mat, écœurant, suivi d'un silence absolu qui a duré peut-être 2 secondes, mais qui m'a semblé éternel. Puis le hurlement. Tom, Camille a lâché son téléphone. Je me suis jeté à genoux près de lui. Il y avait du sang. Beaucoup trop de sang. Une entaille profonde sur le front, juste à la lisière des cheveux, et une autre sur son bras qui avait râpé le gravier jusqu'à l'os. Il était conscient, mais pâle, ses yeux écarquillés par la terreur et la douleur. « Papa, ça brûle !» pleurnichait-il, sa voix tremblante. « Je suis là, champion, je suis là. Appelle le SAMU, Camille, vite !» Le trajet en ambulance fut un flou de sirènes et de visages tendus. Je tenais la petite main de Tom dans la mienne, serrant si fort que mes jointures étaient blanches. Je lui racontais n'importe quoi pour le garder éveillé, des histoires de pas de super-héros, des promesses de glace géantes. Camille, assise en face, pleurait en silence, essuyant le sang sur le visage de notre fils avec une compresse stérile. Arrivé aux urgences du pédiatrique, tout s'est accéléré. Les portes battantes, les néons agressifs, l'odeur d'éther et de désinfectant qui vous prend à la gorge. Ils l'ont emmené. Il a perdu beaucoup de sang, a dit un interne en courant à côté du brancard. On va devoir suturer et probablement transfuser pour stabiliser l'hématocrite avant l'opération. Nous sommes restés là, Camille et moi, dans cette salle d'attente au mur vert pâle, cette couleur institutionnelle conçue pour apaiser, mais qui ne fait qu'accentuer la nausée. Nous étions couverts du sang de notre fils. Mes mains tremblaient. Camille s'est blottie contre moi. C'est de ma faute, a-t-elle murmuré. J'aurais dû lui dire de mettre ses coudières. Arrête, lui dis-je en l'embrassant sur le front. C'est un accident. Ça arrive. Il est fort. Il va s'en sortir. 1 heure a passé, puis 2. L'angoisse commençait à se transformer en une lourde pierre dans mon estomac.
Pourquoi était-ce si long? C'était une chute de vélo, pas une opération à cœur ouvert. Enfin, un médecin est apparu, le docteur Masson. Je me souviendrai toujours de son nom. Il avait l'air fatigué, mais surtout perplexe. Il tenait un dossier cartonné contre sa poitrine, comme un bouclier. Il ne nous a pas souri. Parent de Tom Lefèvre? Oui, nous nous sommes levés d'un bond. Comment va-t-il? Il va bien, dit le médecin rapidement pour nous rassurer. Nous avons suturé la plaie au front, 10 points, et soigné le bras. Il est sous sédatif, il se repose. Cependant, il marqua une pause, se grattant la nuque, visiblement mal à l'aise. Cependant, nous avons rencontré une anomalie lors des analyses pré-transfusionnelles. Une anomalie? Répéta Camille, sa voix montant d'un octave. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a une maladie? Non, non, rassurez-vous, c'est juste une question de groupe sanguin. Nous devions préparer une poche de sang par sécurité. Le médecin ouvrit le dossier et ajusta ses lunettes. Monsieur, quel est votre groupe sanguin? Ah, positif, répondis-je sans hésiter. Je suis donneur régulier. Et vous, coto madame? Ah, positif aussi, dit Camille. C'est marqué dans mon carnet de santé. Pourquoi? Le docteur Masson soupira, comme s'il s'apprêtait à annoncer une mauvaise note à un élève. C'est bien ce que je pensais. Voyez-vous, Tom est de groupe B négatif. Je restais figé, mes connaissances en biologie remontaient au lycée, mais c'était des bases simples. Si 2 parents ont des yeux bleus, l'enfant a les yeux bleus. Si 2 parents sont du groupe A, c'est impossible, lâchai-je avec un petit rire nerveux. Vous avez dû faire une erreur de dossier, ou alors on se trompe sur nos propres groupes. Le médecin secoua la tête, son visage restant impassible, presque clinique. Nous avons vérifié 2 fois, monsieur, et nous avons testé votre sang à tous les 2 pendant l'attente. C'est la procédure standard quand il y a une incompatibilité pour une transfusion familiale potentielle. Vous êtes tous les deux A+, Tom et B-. Le silence qui suivit fut plus lourd que celui de l'accident. Il aspirait tout l'air de la pièce. Je regardais le médecin, puis je tournai lentement la tête vers Camille. Génétiquement, 2 parents du groupe A peuvent avoir un enfant du groupe A ou O, mais B, le facteur B doit venir de quelque part. Il doit venir d'un parent. Si je ne l'ai pas, et si Camille ne l'a pas. Non, attendez. Si Camille elle a été la mère, et elle l'est forcément, elle l'a porté, je l'ai vu sortir de son ventre, alors le gène B doit venir du père. L'équation se forma dans mon esprit avec une brutalité glaciale. Une logique implacable, mathématique, irréfutable. A, mère, plus A, père, B, enfant. A, mère, plus B, autre homme, égale B, enfant. Le monde autour de moi commença à tourner. Les murs vert pâle semblaient vaines se refermer sur moi. Je sentis une chaleur intense monter dans mon cou, suivie d'un froid polaire. Je regardais ma femme, ma Camille, celle avec qui je partageais tout depuis 10 ans, celle en qui j'avais une confiance aveugle. Elle me regardait, les yeux écarquillés, ne comprenant pas encore ce que cela signifiait. Ou peut-être faisait-elle semblant de ne pas comprendre. « Julien, dit-elle doucement, tendant la main vers mon bras, pourquoi tu me regardes comme ça ?» Je reculai d'un pas, évitant son contact comme si elle était brûlante. La douleur de l'accident de Tom s'effaça instantanément pour laisser place à une douleur bien plus toxique, celle de la trahison. « Docteur, dis-je, d'une voix que je ne reconnus pas. Une voix blanche, mécanique. Est-il médicalement possible que 2 parents A+, aient un enfant B-? Le médecin hésita. Il savait ce qu'il allait déclencher. Il détestait ce moment. C'est extrêmement rare. Il existe des phénomènes comme le phénotype bombé ou des mutations génétiques spontanées, mais dans 99,9% des cas. Non, c'est impossible. Je me tournai vers Camille. La tristesse avait disparu de mon visage, remplacée par un masque de fureur contenue. Qui est-ce? Elle cligna des yeux, perdue. De quoi tu parles? Le père, Camille. Qui est-ce? Elle ouvrit la bouche, choquée. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes pour Tom, c'étaient des larmes de peur. « Julien, tu es fou, c'est toi le père. Je ne t'ai jamais trompé, jamais. Ne me mens pas, hurlai-je, faisant sursauter une infirmière au comptoir. Les chiffres ne mentent pas, la biologie ne ment pas. Tu as couché avec quelqu'un d'autre il y a 5 ans, et tu m'as laissé élever son bâtard en me faisant croire qu'il était de moi. Arrête, arrête ça tout de suite, cria-t-elle,
en me saisissant par les épaules. « Je te jure sur la tête de Tom, je te jure sur ma vie, il n'y a jamais eu personne d'autre. Tu es le seul homme que j'ai touché depuis notre rencontre. » Elle pleurait à chaudes larmes, son visage déformé par l'angoisse. Elle avait l'air si sincère, si désespérément sincère. C'était ça qui me rendait malade. Elle jouait la comédie à la perfection, ou alors elle était dans un déni psychotique. Je me dégageais brutalement de son étreinte. Je me sentais sale. Tout mon passé, tous mes souvenirs des 5 dernières années se réécrivaient instantanément dans ma tête. Les sourires de Tom, ses premiers pas, la façon dont les gens disaient « il a tes yeux », tout n'était que mensonge. Une vaste farce dont j'étais le dindon. Le médecin intervint, levant les mains pour calmer le jeu. « S'il vous plaît, calmez-vous. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Votre fils est dans la chambre à côté. » Je pris une profonde inspiration, essayant de contrôler les tremblements de mes mains. Je fixai le médecin droit dans les yeux. « Je veux un test ADN tout de suite. »« Julien, non, » souffla Camille, effondrée sur une chaise. « Tout de suite, répétai-je. Vous faites note des tests de paternité ici, non? Ou vous pouvez faire un prélèvement et l'envoyer à un labo urgent. Nous pouvons faire un prélèvement à visée médicale pour confirmer la génétique sanguine, admit le médecin. Cela servira aussi de test de filiation par extension. Mais cela prendra 24 à 48 heures pour une analyse complète. Faites-le, ordonnai-je. Je me tournai une dernière fois vers Camille. Elle était recroquevillée sur la chaise en plastique, le visage enfoui dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots. Elle ressemblait à une petite fille perdue. Une partie de moi voulait la prendre dans mes bras, la consoler, lui dire que tout irait bien, mais cette partie de moi était en train de mourir, étouffée par le doute et la colère. « Je vais voir Tom, dis-je froidement. Toi, ne me parle pas tant qu'on n'a pas les résultats. » Je m'éloignai vers la chambre de mon fils, le cœur en miettes, persuadé que mon mariage était fini. Persuadé que la femme que j'aimais était une menteuse pathologique. Je ne savais pas encore à quel point j'avais tort. Je ne savais pas que la vérité qui m'attendait était infiniment plus terrifiante qu'un simple adultère. L'adultère brise un cœur. Ce qui allait arriver allait briser notre réalité. Les 48 heures qui ont suivi ont été les plus longues de mon existence. Si l'enfer existe, ce n'est ça pas un brasier de flammes et de démons. C'est une maison silencieuse où 2 personnes qui se sont jurées amour et fidélité s'évitent comme des fantômes. Tom était rentré de l'hôpital, un bandage blanc sur le front, un peu groggy mais vivant. Il ne comprenait pas pourquoi l'ambiance avait changé. Il ne comprenait pas pourquoi maman avait les yeux rouges et gonflait en permanence. Il ne comprenait pas pourquoi papa dormait sur le canapé du salon et ne le regardait plus dans les yeux. Durant ces 2 jours, je suis devenu fou. Littéralement, je passais mes heures à scruter le visage de mon fils. Je cherchais des indices, je cherchais le visage de l'autre, cet amant imaginaire. Il a le nez un peu trop fin, me disais-je, en le regardant manger ses céréales. Je n'ai pas ce nez, Camille non plus. C'est le nez de qui? Du facteur, de son ex du lycée, de son collègue de bureau? Chaque geste de Tom, chaque expression qui 2 jours plus tôt me semblait familière et héritée de moi, devenait soudain la preuve accablante de la trahison. Je disséquais mon propre enfant. Je le déconstruisais pour trouver le mensonge caché dans ses gènes. J'étais rongé par une haine froide, une bile noire qui m'empoisonnait le sang. Camille a essayé de me parler 2 fois. Je l'ai repoussé. Je ne pouvais pas supporter ses pleurs. Pour moi, c'était des larmes de culpabilité, des larmes de comédienne acculée. Puis le téléphone a sonné. C'était le docteur Masson. Les résultats sont arrivés. Venez à mon bureau, maintenant, sans l'enfant. Sa voix n'était pas celle d'un médecin annonçant une routine. Elle tremblait. Il y avait une urgence, une gravité qui m'a glacé le dos, mais qui a aussi validé ma colère. Ça y est, pensai-je, la preuve est là. Nous sommes allés à l'hôpital dans 2 voitures séparées. Je ne pouvais pas supporter d'être dans le même habitacle qu'elle. Le bureau du docteur Masson était petit, encombré de dossiers, éclairé par une lumière grise filtrant à travers les stores baissés. Il n'était pas seul. Un autre homme était là, plus âgé, en costume cravate, l'air grave. Le directeur de l'hôpital, supposai-je. Cela confirmait mes soupçons. C'était grave. Masson était assis derrière son bureau, pâle comme un linge. Il tenait une feuille de papier entre ses mains, la serrant si fort qu'elle se froissait sur les bords. « Asseyez-vous, dit-il. » Camille s'assit au bord de la chaise, les mains jointes, tremblant comme une feuille. Je m'assis lourdement, croisant les bras, défiant le médecin du regard. « Alors,
attaquai-je sans préambule. Dites-le pour qu'elle l'entende. Je ne suis pas le père, n'est-ce pas? Masson échangea un regard inquiet avec l'homme en costume. Il déglutit péniblement. Monsieur Lefebvre, madame, ce que je vais vous dire est extrêmement difficile à entendre. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais eu à annoncer une chose pareille. Il posa la feuille sur le bureau, la faisant glisser vers nous. C'était un tableau complexe rempli de chiffres, de loci génétique et de pourcentages. Nous avons comparé l'ADN de Tom avec le vôtre, Julien. Comme vous le suspectiez, les marqueurs ne correspondent pas. La probabilité de paternité est de 0%. Vous n'êtes pas le père biologique de Tom. Un rire amer, presque dément, m'échappa. Je me tournai vers Camille, triomphant dans ma douleur. Je le savais, tu m'entends? Je le savais, tu as menti, tu m'as trahi et tu as osé me regarder dans les yeux pendant 5 ans. Qui est-ce? Dis-moi qui c'est. Camille éclata en sanglots, se recroquevillant sur elle-même. Non, c'est impossible, je te jure que c'est impossible. Tais-toi, hurlai-je. Monsieur Lefebvre, la voix du docteur Masson claqua comme un coup de fouet. Elle était si forte, si autoritaire, que je me figeai instantanément. Il s'était levé, les mains à plat sur le bureau. Il ne me regardait pas avec pitié, mais avec une terreur pure. Taisez-vous et écoutez-moi. Vous n'avez pas entendu la fin de la phrase. Il reprit son souffle, ses yeux passant de moi à Camille. L'analyse a révélé que vous n'êtes pas le père, c'est vrai. Mais nous avons aussi comparé l'ADN de Tom avec celui de Madame. Il marqua une pause qui dura une éternité. Le temps s'arrêta. Les marqueurs ne correspondaient pas non plus, la probabilité de maternité est de 0%. Le silence tomba. Un silence lourd, épais, absolu. Les mots flottaient dans l'air, refusant de s'intégrer à mon cerveau. Je clignai des yeux, essayant de comprendre la syntaxe de sa phrase. Quoi, balbutiai-je stupidement. Madame Lefebvre n'est pas la mère biologique de Tom. Répéta le médecin, articulant chaque syllabe. Tom n'a aucun lien de parenté avec aucun de vous deux, ni avec vous, ni avec elle. Je regardai Camille. Elle avait cessé de pleurer. Elle avait la bouche ouverte, le regard vide, comme si son âme venait de quitter son corps. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle d'une voix inaudible. Je l'ai portée, je l'ai sentie bouger. J'ai accouché ici, dans cet hôpital. Je l'ai nourrie au sein. Elle se tourna vers le médecin, une lueur de folie naissante dans les yeux. Vous mentez, c'est une erreur de laboratoire. Vous avez mélangé les tubes. Nous avons refait le test 3 fois, madame. Intervint l'homme, en costume d'une voix douce mais ferme. 3 laboratoires différents. Les résultats sont identiques. Cet enfant, l'enfant que vous élevez, n'est pas le vôtre. L'information me frappa de plein fouet, comme un coup de batte de baseball en pleine poitrine. Je dus m'agripper aux accoudoirs de la chaise pour ne pas tomber. Le monde tanguait. Si Tom n'était pas mon fils, et s'il n'était pas le fils de Camille, alors qui était-il? Et surtout, où était notre fils? Une erreur a été commise, dit le docteur Masson, sa voix se brisant. Il y a 5 ans, à la maternité, il y a eu un échange. Le mot résonna dans mon crâne. Simple, banal, un mot qu'on utilise pour des vêtements trop petits ou des doublons de cadeaux de Noël. Pas pour des êtres humains, pas pour la chair de ma chair. Je revis la scène de la naissance. La nuit du 14 novembre, la confusion, l'urgence, la césarienne de Camille. On m'avait demandé de sortir. On avait emmené le bébé pour des soins immédiats. Je ne l'avais revu que 2 heures plus tard, emmailloté, propre, endormi. J'avais pris dans mes bras un enfant. J'avais juré de le protéger. Je l'avais aimé dès la première seconde. Mais ce n'était pas lui. Ce n'était pas mon fils. Camille poussa un cri. Un son inhumain, guttural, qui semblait venir du fond de ses entrailles. C'était le cri d'une mère à qui on arrache son petit. Ses yeux se révulsèrent et elle s'effondra sur le sol du bureau, inerte. Les médecins se précipitèrent vers elle. Je restai assis, pétrifié. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas penser. Mon esprit était brisé en deux, une fracture nette de la réalité. D'un côté, il y avait Tom, le petit garçon qui aimait les dinosaures, qui avait peur du noir, qui avait mes mimiques quand il était concentré. Je l'aimais plus que ma propre vie. De l'autre, il y avait la vérité biologique. Cet enfant était un étranger, un intrus génétique, un coucou dans le nid, et quelque part, dehors, dans le vaste monde, il y avait un autre garçon de 5 ans. Un garçon qui avait mon sang, qui avait les yeux de Camille. Un garçon qui m'appelait peut-être papa, en regardant un autre homme.
un garçon que je ne connaissais pas. Je me levai, tel un automate, laissant les médecins s'occuper de ma femme inconsciente. Je sortis du bureau, je marchai dans le couloir, titubant, comme un homme ivre. Je m'arrêtai devant une grande baie vitrée, donnant sur la salle de jeu de la pédiatrie. Tom était là, il était assis sur un petit tapis coloré, jouant avec un camion de pompiers. Il avait ce petit froncement de sourcils qu'il faisait toujours quand il essayait de comprendre un mécanisme. Il leva la tête, me vit à travers la vitre et me fit un grand sourire, agitant sa main bandée. « Papa !» Le mot me transperça le cœur comme une lame de rasoir. Je posai ma main sur la vitre froide. Je regardai ce visage que je croyais connaître par cœur. Et pour la première fois, je vis la vérité. Je ne voyais plus mon fils, je voyais les traits d'un inconnu. La forme de son menton, ce n'était pas le mien. La couleur exacte de ses cheveux, ce n'était pas celle de Camille. Je voyais les fantômes de ses vrais parents se superposer à son visage innocent. Mais en même temps, mon cœur hurlait d'amour pour lui. C'était mon fils, c'était mon petit bonhomme. Je lui avais appris à faire du vélo hier encore. C'était moi qui soufflais sur ses bobos. La dissonance cognitive était si violente que j'eus envie de vomir. Je pleurais sans m'en rendre compte. Les larmes coulaient sur mes joues, brûlantes. Je venais de perdre mon fils. Et pourtant, il était juste là, devant moi. Et je venais de découvrir que j'avais un autre fils. Un fils invisible, un fils fantôme. Le double zéro. Zéro père. Et c'est zéro mère. Nous étions orphelins de notre enfant vivant. Et lui était orphelin de ses parents vivants. L'hôpital n'avait pas seulement fait une erreur médicale. Ils avaient commis un crime contre la nature. Ils avaient volé nos vies. Je serrai le poing contre la vitre, sentant une rage nouvelle monter en moi, une rage froide, méthodique, destructrice. La tristesse laissait place à la détermination du prédateur. Je ne savais pas encore comment, ni où, mais j'allais te retrouver mon sang. Et j'allais faire payer ceux qui avaient fait ça. J'allais brûler cet hôpital jusqu'à la dernière brique s'il le fallait. La tristesse est une vague qui vous submerge. La colère, elle, est un carburant. Et en sortant de ce bureau, après avoir appris que ma vie était un mensonge, j'ai cessé d'être un homme triste. Je suis devenu un homme en guerre. Camille était sous sédatif, hospitalisée en état de choc. Je l'avais installée dans une chambre privée, veillée par une infirmière. Tom était chez mes parents pour quelques jours, le temps que maman se repose. Je ne pouvais pas le regarder pour l'instant, pas sans voir le point d'interrogation gravé sur son front. Il me restait une mission, une seule, trouver la vérité que l'hôpital essayait manifestement d'enterrer. Le lendemain matin, à 8 heures précises, j'ai défoncé la porte du bureau de l'administration. Pas littéralement, mais mon attitude était celle d'un bélier. J'ai exigé de voir le directeur général de la clinique, un certain monsieur Delorme, et le chef de service de la maternité, le professeur Valmont. Ils m'attendaient. Ils étaient prêts, trop prêts. Monsieur Lefebvre, commença Delorme, un homme aux allures de politicien véreux, lissant sa cravate en soie. Nous comprenons votre désarroi, nos assureurs sont déjà prévenus, une procédure d'indemnisation va être... Je frappai du poing sur la table, faisant sauter sa tasse de café. Je me fous de votre argent, je veux les dossiers, je veux les registres de naissance de la nuit du 14 au 15 novembre 2018, je veux savoir qui était de garde, je veux savoir quels autres garçons sont nés cette nuit-là, je veux savoir où était mon fils. Les deux hommes échangèrent en ce regard que je commençais à haïr. Ce regard de connivence bureaucratique, c'est là que la situation se complique, intervint le professeur Valmont. Il avait l'air d'un grand-père bienveillant, mais ses yeux étaient froids comme de l'acier. Voyez-vous, chouette, nous avons eu un incident majeur en 2020, une rupture de canalisation au sous-sol. Les archives de papier de 2015 à 2019 ont été inondées. Tout a été détruit par la moisissure. Et le numérique ? Demandai-je, sceptique. Une migration de serveurs ratée l'année suivante, soupira Delorme, avec une fausse contrition. De nombreuses données ont été corrompues. C'est une tragique coïncidence, monsieur. Nous n'avons plus les noms des autres parturientes de cette nuit-là. C'est techniquement impossible de retrouver l'autre famille. Une tragique coïncidence. Inondation et bug informatique. Le duo gagnant du menteur incompétent. Je me suis levé lentement. J'ai ajusté ma veste. Je les ai regardés avec un calme qui les a plus effrayés que mes cris. « Vous me prenez pour un idiot, dis-je doucement. Je suis architecte. Je sais comment on archive des données sensibles. Je sais qu'il y a des backups externes. Vous ne voulez pas me donner ces noms. Monsieur, je vous assure,
Non, coupai-je. Vous ne m'assurez rien. Vous venez de déclarer la guerre. Je suis sorti sans un mot de plus. Je savais que si je restais 1 minute de plus, je sautais à la gorge de Valmont. Dès que je fus dans ma voiture, j'appelai maître Verger. C'était l'avocat le plus hargneux de Paris, un type qui ne plaidait pas pour la justice, mais pour la victoire. Il m'avait aidé sur un litige immobilier complexe. Il coûtait une fortune, mais je m'en fichais. Je vendrais ma maison s'il le fallait. Verger, dis-je dès qu'il décrocha. J'ai besoin de toi, et j'ai besoin d'un détective privé. Le meilleur, un qui n'a pas peur de fouiller dans les poubelles d'une clinique privée. 3 jours plus tard, nous étions dans le cabinet de Verger avec Franck, un ancien flic reconverti dans le privé, le visage marqué par trop de cigarettes et de nuits flues blanches. « L'hôpital se fout de votre gueule », annonça Franck, sans préambule, en jetant un dossier sur la table en acajou. « Je m'en doutais. Dis-moi ce que tu as trouvé. L'inondation, c'est vrai. Il y a eu de l'eau dans la cave, mais les archives médicales sont stockées au 2e étage. L'eau ne monte pas les escaliers, Julien. Et le bug serveur, c'est du pipeau. La loi les oblige à conserver les données de naissance pendant 30 ans sur des serveurs sécurisés certifiés par l'État. Ils ont les données. Ils refusent juste de les ouvrir. Pourquoi ? Demanda Verger. Pourquoi risquer un procès pénal pour obstruction ? Une erreur d'échange, c'est du civil. C'est une faute lourde, mais ça arrive. Pourquoi mentir sur les archives ? Franck alluma une cigarette, ignorant le regard désapprobateur de l'avocat. Parce que ce n'était pas une erreur isolée. J'ai retrouvé l'infirmière de garde cette nuit-là. Une certaine Solange Dupuis. Alors, elle a été mise à la retraite anticipée 2 mois après la naissance de votre fils, avec une prime de départ très généreuse. Mon cœur s'accéléra. Où est-elle ? Elle vit dans un petit pavillon en banlieue. Elle a peur, mais elle a encore plus de remords. Je lui ai dit que vous saviez tout. Elle a craqué. Elle veut vous voir. Nous sommes allés chez elle le soir même. Solange était une petite femme grise, voûtée par le poids d'un secret trop lourd. Quand elle a revu la photo de Tom que je lui tendais, elle a éclaté en sanglots. « Je suis désolé, je suis tellement désolé », répétait-elle en se balançant d'avant en arrière. « Racontez-moi, Solange, que s'est-il passé cette nuit-là » Elle prit une gorgée de thé, les mains tremblantes. C'était la nuit de la pleine lune, on était débordés. 3 césariennes d'urgence en même temps. Il manquait 2 filles. J'étais seul en néonatologie pour surveiller 12 berceaux. J'étais épuisé. Je faisais mon 3e tour de garde consécutif parce qu'une collègue était malade. Elle ferma les yeux, revivant la scène. 2 bébés pleuraient. Je les ai pris pour les changer et leur donner le bain. J'ai enlevé les bracelets temporaires pour bien nettoyer les poignets, comme on faisait parfois, même si c'est interdit. J'étais fatigué, monsieur Lefebvre. Mes yeux se fermaient tout seuls. Quand j'ai remis les bracelets, j'ai inversé. Je sentis une boule se former dans ma gorge. Une simple erreur, une seconde d'inattention, et 2 vies avaient déraillé. Mais ce n'est pas le pire, chuchota-t-elle. Je me penchai en avant. Qu'est-ce qui est pire, Solange ? Le lendemain matin, quand j'ai fait la prise de sang de contrôle pour la jaunisse, j'ai vu l'incompatibilité des groupes sanguins sur le dossier de votre bébé. J'ai compris tout de suite. J'ai paniqué. Je suis allé voir le professeur Valmont. Je lui ai tout dit. Professeur, j'ai inversé les bébés Lefebvre et Moreau. Moreau ? Le nom frappa mon esprit comme un éclair. J'avais un nom. Et qu'a fait Valmont ? Demandai-je, la voix glaciale. Solange baissa la tête, honteuse. Il a fermé la porte de son bureau à clé. Il m'a dit « Solange, la clinique est en pleine négociation pour un rachat par un groupe suisse. Si on annonce qu'on échange des bébés, l'accord tombe à l'eau. La clinique ferme. Tout le monde perd son emploi, vous y compris. » Je restais sidéré. Ce n'était pas de l'incompétence, c'était un calcul, froid, cynique, financier. Il m'a ordonné de me taire, continua-t-elle. Il a falsifié le rapport sanguin du matin en mettant A+, au lieu de B. Il a dit que personne ne s'en rendrait compte, que les chances de découverte étaient infimes. Il m'a donné un chèque de 50 000 € 6 semaines plus tard et m'a demandé de partir. Je me levai, tremblant de rage. Ce n'était plus une tragédie, c'était un crime. Valmont avait sciemment décidé de laisser 2 mères élever l'enfant de l'autre pour sauver ses bonus de fin d'année et la réputation de sa clinique de luxe. Il avait joué à Dieu. Il avait volé 5 ans de ma vie. Il avait volé 5 ans de la vie de mon fils biologique. « Merci, Solange, dis-je. Vous allez devoir répéter ça devant un juge. »« Je le ferai, dit-elle doucement. Je n'en peux plus de vivre avec ces fantômes.
Dehors, la nuit était tombée. Je regardais Franck. Tu as le nom? Moreau, trouve-les. Trouve où ils habitent. Trouve mon fils. Franck tapota sur sa tablette. Il avait déjà anticipé. C'est déjà fait, patron, famille Moreau. David et Sarah, ils habitent à 20 kilomètres d'ici, dans une cité HLM de la banlieue nord. David est magasinier, Sarah est caissière. Ils ont un fils. Il s'appelle Léo. Il me tendit la tablette. Une photo tirée d'un réseau social s'afficha. C'était une photo de classe. Une trentaine d'enfants souriaient bêtement, mais je ne vis que lui, au deuxième rang, un petit garçon aux cheveux châtains en bataille. Mon cœur s'arrêta. Il avait mes yeux. Il avait le nez de Camille. Il avait cet épi rebelle que j'avais au même âge et que je n'arrivais jamais à coiffer. C'était comme regarder une vieille photo de moi. C'était lui. C'était mon sang, Léo. Et il vivait à 20 kilomètres, élevé par des inconnus, dans une vie qui n'aurait pas dû être la sienne. Je regardais la photo, puis je pensais à Tom, dans sa chambre confortable, entouré de jouets, avec ses cours de piano et ses vacances au ski. Et je regardais Léo, avec son pull un peu trop grand, dans une école de zone prioritaire. Le destin ne s'était pas contenté d'échanger les bébés. Il avait échangé les destins. « On y va, dis-je. »« Maintenant ?» demanda l'avocat, inquiet. « Il est 22 heures, Julien. Tu ne peux pas débarquer comme ça, c'est délicat. Il faut préparer le terrain, envoyer un courrier recommandé, contacter leur avocat. Je ne suis pas en train de négocier un contrat. Verger, c'est mon fils, je veux le voir. Je veux voir s'il va bien. Je ne vais pas sonner à leur porte ce soir, mais je veux voir où il vit. Je veux être sûr qu'il existe. » Je montais dans ma voiture. La colère avait laissé place à une terreur sourde. J'allais rencontrer les parents de mon fils, j'allais rencontrer les gens qui détenaient la moitié de mon cœur, et pire encore, j'allais devoir leur annoncer que le petit garçon qu'ils aimaient depuis 5 ans n'était pas le leur. J'allais devoir détruire leur vie comme la mienne l'avait été. J'étais le messager de l'apocalypse et je roulais à 130 km/h vers leur maison. Je n'ai pas sonné à leur porte ce soir-là. Je suis resté dans ma voiture, garé de l'autre côté de la rue, le moteur coupé, les phares éteints. J'ai regardé les lumières de leur appartement, au 3e étage d'une barre d'immeubles grise, où le béton s'effritait par endroits. C'était un quartier difficile. Des jeunes traînaient en bas, capuche sur la tête, des poubelles débordées, l'antithèse absolue de notre quartier résidentiel sécurisé, avec ses pelouses de tondues au millimètre et ses caméras de surveillance. La culpabilité m'a frappé comme une nausée. Mon fils biologique vivait ici. Pendant que Tom dormait dans des draps en coton égyptien, mon sang, Léo, dormait peut-être avec le bruit des disputes des voisins à travers des murs trop fins. J'avais l'impression d'avoir failli à mon devoir de père avant même de l'avoir rencontré. Je l'avais abandonné, même si je ne le savais pas. Il a fallu 3 jours pour organiser la rencontre. 3 jours de tractation juridique brutale menée par Verger. Au début, les Moreau ont cru à une arnaque, puis à une blague cruelle. Quand nous leur avons envoyé les résultats ADN et le dossier volé de l'infirmière, ils se sont murés dans le silence. Ils étaient terrifiés. Ils pensaient soit que le riche architecte voulait leur voler leur enfant. Finalement, ils ont accepté de nous rencontrer. Terrain neutre, une salle privée que j'avais louée dans un hôtel discret, loin de tout. Ce samedi matin-là, l'air était électrique. Camille était sortie de sa torpeur médicamenteuse. Elle était fébrile, se changeant 3 fois de tenue. « Comment je suis ?» demandait-elle, les mains tremblantes. « Est-ce que j'ai l'air gentil? Est-ce qu'il va m'aimer ?»« Tu es parfaite, lui dis-je, même si j'avais envie de hurler. » Nous sommes arrivés les premiers avec Tom. Nous ne lui avions rien dit de précis, juste qu'il allait rencontrer un nouvel ami. Il tenait sa figurine de Spider-Man, insouciant, sautillant sur la moquette épaisse du salon de l'hôtel. Puis la porte s'est ouverte. Le temps, encore une fois, s'est arrêté. Mais cette fois, ce n'était pas l'arrêt brutal de l'accident. C'était un arrêt suspendu, quasi mystique. David et Sarah Moreau sont entrés. Ils étaient crispés, sur la défensive. David était un homme costaud, les mains abîmées par le travail manuel, le regard sombre. Sarah était petite, nerveuse, serrant son sac à main contre elle, comme un bouclier. Et entre eux, tenant la main de Sarah, il y avait Léo. Le choc fut physique. J'ai senti mes genoux fléchir. Voir une photo est une chose. Voir la réalité en 3 dimensions en est une autre. Léo était moi. Il était moi à 5 ans. C'était terrifiant. La même implantation de cheveux, le même menton carré qui commençait à se dessiner.
Et surtout, les yeux de Camille. Ses grands yeux noisettes avec des paillettes vertes. Camille lâcha un petit hoquet étouffé, portant la main à sa bouche. Je sentis ses ongles s'enfoncer dans mon bras. De l'autre côté, je vis le regard de Sarah se poser sur Tom. Tom, qui jouait par terre, leva la tête. Il sourit. « Bonjour !» Sarah vacilla. Elle voyait son fils. Le vrai, celui qui avait les traits fins de son mari, David, celui qui avait la peau mate de sa famille à elle. La ressemblance était tout aussi frappante dans l'autre sens. Tom n'avait rien de nous. Il était un Moreau pur jus. Il y eut un silence de cathédrale. 4 adultes pétrifiés par l'horreur de la situation. 2 enfants qui se regardèrent avec curiosité. « Allez jouer là-bas, les enfants !» dit David d'une voix rauque, désignant le coin jouet que j'avais fait installer. Léo s'approcha de Tom. Ils avaient la même taille. Ils portaient le même pointure. « Tu as Spider-Man ?» demanda Léo, timide. « Ouais, il lance des toiles. Tu veux voir ?» répondit Tom, lui tendant le jouet. Les voir jouer ensemble fut l'image la plus belle et la plus douloureuse de ma vie. C'était comme voir 2 aimants se repousser et s'attirer en même temps. L'inné contre l'acquis. Nous nous sommes assis autour de la table ronde. L'atmosphère était lourde, chargée de peur et de suspicion. « Bon, dit David en croisant les bras, ses muscles tendus sous sa chemise bon marché. On est là, vous avez vu. C'est vrai, ils ont été échangés. Et maintenant, il me défiait du regard. Vous croyez quoi ? Que vous allez nous prendre Léo parce que vous avez du pognon ? Que vous allez nous rendre Tom comme un colis Amazon qu'on retourne ? Personne ne parle de prendre qui que ce soit, tentai-je de calmer, bien que ma voix trahisse mon émotion. Nous sommes tous victimes, ici. Victimes ? Cracha Sarah, les larmes aux yeux. Vous n'êtes pas des victimes comme nous. Vous avez élevé notre fils dans le luxe. Regardez-le, il porte des vêtements qui coûtent beaucoup plus cher que ma voiture. Et nous, elle s'effondra, pointant Léo du doigt. Nous, on a fait ce qu'on a pu. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on l'a aimé. On l'a aimé plus que tout. Vous n'avez pas le droit de dire qu'on ne l'a pas bien élevé. Je n'ai jamais dit ça, dis-je doucement. Camille se leva soudainement. Elle contourna la table et s'approcha de Léo, qui construisait une tour de cubes avec Tom. Elle s'agenouilla près de lui. Elle tremblait de tout son corps. « Bonjour Léo, murmura-t-elle. Léo la regarda avec ses grands yeux noisettes. Les yeux de Camille, c'était comme se regarder dans un miroir temporel. « Bonjour madame, tu aimes les Legos ?» demanda-t-elle, une larme roulant sur sa joue. « Oui, papa m'en achète pour mon anniversaire. » Le mot « papa » prononcé en regardant David fut un coup de poignard pour moi, et je vis la douleur dans les yeux de Camille. Elle tendit la main, effleura la joue de Léo. C'était la première fois qu'elle touchait la chair de sa chair depuis sa naissance. Un contact électrique, Sarah se leva d'un bond, renversant sa chaise. « Ne le touchez pas, c'est mon fils. »« C'est mon fils !» hurla soudain Camille, en se retournant, la rage explosant enfin. « Il est sorti de mon ventre, il a mon sang, il a mes yeux. Vous me l'avez volé !»« Je n'ai rien volé, on me l'a donné, » cria Sarah. « Et Tom, hein ? Tom, c'est mon fils, vous me l'avez volé aussi. » Les enfants s'arrêtèrent de jouer, effrayés par les cris. Tom courut vers moi et se cacha dans mes jambes. Léo courut vers David qui le prit dans ses bras protecteurs. La scène était un chaos émotionnel absolu. 2 mères, 2 pères, 2 enfants. Et une ligne de fracture impossible à combler. Je regardais Tom accroché à ma jambe. Je sentais sa chaleur, son odeur de champoule à la fraise que je connaissais par cœur. Je l'aimais. Mon Dieu, comme je l'aimais. Je serais mort pour lui à l'instant même. C'était mon fils. Je l'avais appris à marcher, à parler, à faire du vélo. Chaque neurone de son cerveau s'était formé avec ma voix. Puis je regardais Léo, blotti contre David. Je ressentais un appel viscéral, animal. C'était mon sang, ma lignée, mon héritage. Si je laissais Léo repartir, je trahissais mes ancêtres. Je m'amputais d'un membre, mais si je prenais Léo, je devais rendre Tom. L'équation était insoluble. C'était le dilemme du roi Salomon, mais sans sagesse possible. On ne pouvait pas couper les enfants en 2. Et on ne pouvait pas les échanger. Imaginez dire à Tom, « Voilà, c'est fini. Papa et maman ne sont plus tes parents. Tu vas aller vivre dans cet appartement HLM avec ces gens que tu ne connais pas, parce que l'ADN l'a dit. » Ce serait un meurtre psychique. On détruirait l'enfant pour satisfaire la biologie. Mais imaginez l'inverse. Dire, on oublie tout, on rentre chez nous, et savoir chaque jour que votre vrai fils grandit loin de vous, qu'il manque de tout, qu'il ne vous connaît pas.
Ce serait une torture lente, une agonie quotidienne. Le silence retomba dans la pièce, lourd de sanglots, étouffé. David me regarda par-dessus la tête de Léo. Pour la première fois, son animosité baissa. Je vis dans ses yeux le même vertige que dans les miens. Il aimait Léo comme j'aimais Tom, et il regardait Tom avec la même curiosité douloureuse que je portais à Léo. « On ne peut pas faire ça, » dit David doucement. « On ne peut pas échanger les gamins comme des cartes Pokémon, ça va les tuer. »« Je sais, répondis-je, la gorge serrée. »« Mais je ne peux pas ne plus voir Tom, murmura Sarah, fixant mon fils avec une avidité déchirante. Maintenant que je sais, je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas. Je veux le connaître, je veux qu'il sache qui je suis. Et nous voulons connaître Léo, ajouta Camille, essuyant ses larmes. Nous ne pouvons pas vous laisser repartir et ne jamais le revoir. C'est impossible. Nous étions dans une impasse, un cul-de-sac moral. Les avocats parleraient de garde partagée, de droit de visite, de transition progressive. Mais la réalité était bien plus crue. Nous étions 4 étrangers liés par le secret le plus intime du monde. Nous étions condamnés à vivre ensemble. Je regardais Léo et Tom qui, rassurés par le calme revenu, s'étaient fait rapprocher. Ils se ressemblèrent étrangement, non pas physiquement, mais dans leur posture. Ils étaient des frères de destin. Une idée folle commença à germer dans mon esprit. Une idée radicale. La seule solution qui ne briserait pas les enfants. Mais elle demanderait un sacrifice immense, de notre part à tous. Je me tournai vers David. « Vous vivez où ? À la Cité des Lilas, c'est ça ? » ?»« Ouais, et alors ?» fit-il, méfiant. « C'est petit, c'est un F3. On fait ce qu'on peut. » Je pris une profonde inspiration. Je savais que ce que j'allais dire allait changer nos vies pour toujours. Je savais aussi que l'argent que j'allais extraire de la clinique Valmont allait servir à ça, à réparer le monde. « On ne va pas échanger les enfants, dis-je fermement. Ils restent là où ils sont aimés. Tom reste avec nous. Léo reste avec vous. » Camille, puis-je, ouvrit la bouche pour protester, mais je levai la main. « Mais on ne va pas se séparer non plus. David, Sarah, je ne veux pas que mon fils Léo grandisse loin de moi. Et je suppose que vous ne voulez pas être loin de Tom. »« Qu'est-ce que vous proposez ?» demanda David. « Je propose de détruire les murs. Je propose qu'on ne soit plus 2 familles, mais une seule. Une grande famille dysfonctionnelle, bizarre, mais unie. Je me penchai vers eux. Je vais attaquer la clinique. Je vais leur prendre tout ce qu'ils ont. Des millions. Et avec cet argent, on va acheter 2 maisons, côte à côte. On va enlever les clôtures. Les garçons grandiront ensemble. Ils seront comme des frères. Vous serez les oncles et tantes, nous serons les oncles et tantes. Mais on ne privera personne de ses parents, ni de son sang. » David me regarda comme si j'étais un extraterrestre. Puis il regarda Léo. Puis Tom. « C'est de la folie, murmura-t-il. C'est la seule solution, dis-je. Sinon, on meurt tous de chagrin. » Camille me regarda, et je vis une lueur d'espoir renaître dans ses yeux éteints. Mais avant de construire ce futur, il y avait une chose à faire. Une chose sale. Il fallait que le responsable paie, il fallait que le professeur Valmont soit détruit. La tristesse de la rencontre laissait place à la froideur de l'exécution. J'avais retrouvé mes fils. Maintenant, j'allais chasser le monstre. La vengeance est un plat qui se mange non pas froid, mais glacé. Et j'avais l'intention de servir au professeur Valmont un banquet entier. Après notre réunion secrète à l'hôtel, le pacte était scellé. Les Moreau et nous, les Lefebvre, nous n'étions plus 2 familles distinctes. Nous étions une coalition. David et moi, nous avions transcendé nos différences sociales pour devenir des alliés de guerre. Sarah et Camille, unies par une douleur que seule elles pouvaient comprendre, s'étaient soudainement transformées en louves prêtes à mordre. Le lundi matin suivant, nous avons déclenché l'apocalypse. Mon avocat, Maître Verger, a convoqué le conseil d'administration de la clinique pour une réunion de conciliation de la dernière chance. Il pensait s'en tirer avec un chèque discret. Il pensait acheter notre silence pour le prix d'un bel appartement parisien. Nous sommes entrés dans la salle de conférence. Verger, David, Sarah, Camille et moi. En face, Valmont était là, entouré d'une armée d'avocats en costume gris, affichant cet air suffisant des intouchables. L'avocat principal de la clinique a pris la parole, posant un chèque retourné sur la table. « Messieurs, dames, la clinique reconnaît une irrégularité administrative. Pour éviter un procès long et douloureux pour les enfants, nous vous proposons une indemnisation globale de 2 millions d'euros, à partager entre les 2 familles. En échange, vous signez une clause de confidentialité absolue. L'incident n'a jamais eu lieu.
Valmont me regardait avec un petit sourire méprisant. Il pensait que pour un magasinier comme David, 1 million d'euros était une fortune inespérée. Il pensait nous avoir. Je me suis levé, j'ai pris le chèque, je l'ai déchiré lentement, en 4 morceaux, sans quitter Valmont des yeux. Le bruit du papier déchiré a résonné comme un coup de feu dans le silence feutré. « Vous n'avez pas compris, professeur, dis-je d'une voix calme. Nous ne sommes pas là pour négocier le prix de votre silence. Nous sommes là pour vous informer de votre exécution. » Je fis signe à Verger. Il ouvrit la porte. Solange, l'infirmière, entra, soutenue par Franck, le détective. Le visage de Valmont se décomposa. Il devint gris cendré. Sa suffisance s'évapora instantanément, remplacée par la terreur pure. Il savait que Solange était la clé de voûte de son mensonge. Solange a tout raconté, dis-je. L'échange, votre découverte le lendemain matin, la falsification des dossiers sanguins, votre ordre de silence, le chèque de pot de vin déguisé en prime de départ. Je posai les mains à plat sur la table massive en chêne. Ce n'est pas une erreur médicale, Valmont, c'est une fraude, c'est une séquestration d'enfants, c'est une falsification de documents publics, c'est un crime. L'avocat de la clinique se tourna vers Valmont, paniqué. « Est-ce que c'est vrai ?» Valmont balbutia, essayant de desserrer sa cravate. C'était pour le bien de l'établissement, pour protéger les emplois. Les enfants étaient bien traités. « Taisez-vous !» hurla David, se levant brusquement, renversant sa chaise. « Vous m'avez volé mon fils pendant 5 ans pour protéger vos bonus. » Verger reprit la main, froid comme un couperet. « Nous déposons plainte au pénal pour substitution d'enfants, faux et usage de faux, et mise en danger d'autrui. Nous avons déjà contacté le procureur de la République. La police sera là dans l'heure pour saisir vos serveurs. » Il marqua une pause théâtrale. « Et au civil, nous réclamons 50 millions d'euros de dommages et intérêts. » 50 millions s'étrangla le directeur de la clinique. « C'est de la folie, c'est la faillite. »« C'est le prix de 2 vies volées, répondis-je. C'est le prix de chaque anniversaire raté, de chaque maman prononcée à l'oreille de la mauvaise femme, de chaque trait de caractère que nous n'avons pas vu naître. » Je me penchai vers Valmont, mon visage à quelques centimètres du sien. Je pouvais sentir son odeur de peur, une odeur aigre de transpiration froide. « Et vous, Valmont, je ne veux pas seulement votre argent, je veux votre nom, je veux votre carrière. Demain matin, je tiens une conférence de presse. Je vais raconter au monde entier ce que vous avez fait. Plus aucun patient n'osera franchir le seuil de votre hôpital. Vous finirez seul, radié et en prison. » La chute de Valmont fut biblique. Comme promis, la conférence de presse a fait l'effet d'une bombe nucléaire médiatique. L'histoire des bébés échangés de la clinique Valmont a fait la une de tous les journaux télévisés, de la France jusqu'aux États-Unis. L'opinion publique était horrifiée. Le Conseil de l'Ordre des médecins a radié Valmont à vie en moins de 48 heures. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Sa femme l'a quitté. Ses amis lui ont tourné le dos. Il s'est devenu le paria de la médecine française. L'homme qui avait sacrifié des bébés sur l'autel de la réputation. La clinique, pour éviter la faillite totale et la fermeture administrative, a cédé. L'assurance a payé. 48 millions d'euros, c'était le montant final de l'accord transactionnel. Une somme astronomique, une somme qui donne le vertige. Mais comme je l'avais dit à David le premier soir, cet argent n'était pas pour nous, il était pour la reconstruction. Nous avons placé 40 millions sur des fonds bloqués, Trust Fund, pour Tom et Léo. À leur majorité, ils seraient à l'abri du besoin pour 10 générations. C'était la moindre des choses pour compenser le chaos de leur identité. Avec le reste, nous avons mis mon plan à exécution. David a quitté son HLM. Sarah a quitté sa caisse de supermarché. J'ai trouvé un immense terrain en bordure de forêt, à mi-chemin entre nos anciennes vies. J'y ai conçu et fait construire 2 maisons. Pas des maisons mitoyennes classiques, non. 2 belles villas contemporaines, reliées par un immense jardin commun, sans clôture, sans barrière. Au milieu, une aire de jeu gigantesque, une piscine et une grande cuisine d'été commune. Nous avons emménagé 1 an jour pour jour après l'accident de vélo. C'est une vie étrange, une vie que personne d'autre ne peut comprendre. Le dimanche, nous mangeons tous ensemble. David s'occupe du barbecue, je m'occupe du vin. Sarah et Camille préparent les salades en riant. Au début, les rires étaient forcés, fragiles. Aujourd'hui, ils sont vrais. La douleur a forgé une amitié indestructible entre nous 4. Nous sommes les survivants du même naufrage.
Et les enfants? Je regarde par la fenêtre de mon bureau en ce moment même. Ils sont dehors. Tom a maintenant 6 ans. Léo aussi. Ils courent après le chien. Ils portent les mêmes plots de vêtements, souvent échangés. Tom m'appelle papa. Il appelle David tonton Dove. Léo appelle David papa. Il m'appelle tonton Jus. Mais parfois, je surprends Léo qui me regarde avec une intensité particulière. Il vient vers moi, me montre un dessin, cherche mon approbation. Il sait, nous leur avons expliqué avec des mots simples qu'ils avaient fait une histoire magique, qu'ils avaient donc 2 maisons et 4 parents qui les aimaient. Il y a des soirs où c'est dur, des soirs où je couche Tom et où je pense que je suis en train de voler des moments à David, des soirs où Camille pleure en silence parce qu'elle a raté la première dent qui tombe de Léo. On ne guérit jamais totalement d'une telle blessure. La cicatrice est là, elle gratte quand le temps change. Mais nous avons transformé une tragédie en une victoire. Valmont voulait sauver les apparences en séparant les sangs. Nous avons détruit les apparences pour mélanger les sangs. Je sors sur la terrasse. L'air est doux. « Papa, regarde !» crie Tom. « Regarde, tonton !» crie Léo. Ils ont attrapé une grenouille. Je m'approche d'eux. Je pose une main sur la tête blonde de Tom, l'enfant que j'ai élevé. Je pose une main sur la tête châtaine de Léo, l'enfant que j'ai conçu. Je sens battre leur cœur sous mes paumes. 2 rythmes différents, mais une seule musique. Je n'ai pas perdu un fils ce jour-là, j'en ai gagné un 2e. Le karma a frappé Valmont, le laissant en ruine. Mais pour nous, le karma a été étrange. Il nous a brisés pour mieux nous reconstruire, plus grands, plus forts, plus nombreux. Je souris. Pour la première fois depuis très longtemps, je suis en paix. Allez vous laver les mains, les garçons, on passe à table. Ils partent en courant, épaule contre épaule, inséparables. Frères de sang, frères de cœur, frères de destin. Ni moi, ni ma femme n'avions prévu ça. Mais aujourd'hui, ni moi, ni ma femme ne changerions notre étrange, magnifique et impossible famille pour rien au monde.